Dimanche 6 septembre 2020, bonjour, bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Tout d'abord, les titres de ce 13h. Le Premier ministre a échangé hier avec les cadres, les élus et les chefs traditionnels de la région du Tonkpi. La délégation a fait le déplacement d'Abidjan pour exprimer son soutien à Ahmed Bakayoko, qui s'est dit heureux de cette visite. Il a promis aux populations du Tonkpi que l'œuvre de construction du chef de l'État se poursuivra dans leur région. Le secteur du vivrier est fortement secoué par la pandémie de Covid-19. Le gouvernement a décidé de soutenir les acteurs par l'octroi d'une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. La première partie de ce montant a été remise hier aux acteurs par le ministre Souleymane Diarra-Souba et la secrétaire d'État Belmonte Dogo. L'ex-président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a quitté samedi soir Bamako pour des soins aux Émirats arabes unis, plus de 2 semaines après son renversement par une junte qui a ouvert le même jour des consultations sur la transition. Nous en parlerons dans une trentaine de minutes. L'institution, le médiateur de la République, a été créée par la Constitution de 2000 et reconduite par celle de 2016. Elle est investie d'une mission de service public et a pour rôle de régler par la médiation les différends de plusieurs ordres et d'aider au renforcement de la cohésion sociale. À l'approche des échéances électorales de 2020, le médiateur de la République a initié des grandes rencontres avec les populations. Nous allons en parler tout au long du magazine du dimanche avec M. Konetangui Dimitri, magistrat, directeur des affaires juridiques et des requêtes à l'organe de médiation. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Diaby. Ou monsieur le procureur, devrais-je dire. Oh, pour l'occasion, monsieur le directeur. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Diaby. Merci et à tout à l'heure. Merci. On démarre cette édition avec les activités du Premier ministre, chef du gouvernement. Hier samedi, Ahmed Bakayoko a reçu une délégation de la région du Tonkpi. Les élus, les cadres et les chefs traditionnels de cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire sont allés lui manifester, lui exprimer leur soutien. Ahmed Bakayoko s'est engagé en retour, au nom de son gouvernement, à poursuivre l'œuvre de construction entamée dans le Tonkpi. Suivons le compte-rendu de Mahama Traoré. Ahmed Bakayoko, en tenue traditionnelle pour une rencontre qu'il dit familiale avec le peuple d'An. La délégation venue témoigner le soutien de la région du Tonkpi au Premier ministre est forte de 70 chefs traditionnels, avec à leur tête le chef suprême des Dans, Sa Majesté Gueux Pascal. Nous avons choisi notre route. C'est celle qui monte et va tout droit dans la vérité, dans la grandeur et le développement avec le paysan Alassane Ouattara. Le peuple étant épris de paix lance un vibrant appel à la tolérance et à la mobilisation autour du président Alassane Ouattara. Le peuple étant qui sait être reconnaissant se manifestera dans les urnes et croit donner le meilleur score à son candidat, son excellence, le président Alassane Ouattara, au soir du 4 octobre 2020. On le félicite. On est venu lui apporter toutes nos bénédictions aussi, et celles des parents qui sont au village. Aux côtés de la chefferie traditionnelle, les cadres et les élus de la région des montagnes. Notre région compte sur lui par rapport à la proximité culturelle, sociologique qui nous lie à lui. C'est pour cela que nous sommes venus. La mission que le président Alassane Ouattara lui a confiée puisse être un succès. Un succès surtout dans l'intérêt de notre pays. Le chef du gouvernement se dit touché par ce soutien de la chefferie et des cadres d'An. En retour, il promet œuvrer à la réalisation des projets de développement au bénéfice du Tonkpi. Je vais, avec vos fils qui sont déjà avec moi au gouvernement, on va travailler pour qu'on n'arrête pas les projets de développement chez vous. Pour que vos populations aussi vous donnent raison. Je compte sur vous pour m'aider par vos prières, vos actions à réussir ma mission. Vous aussi pour compter sur moi comme un digne fils qui ne travaillera jamais. Ahmed Bakayoko a aussi rassuré les cadres et les chefs traditionnels du Tonkpi du déroulement apaisé du scrutin présidentiel d'octobre prochain.
Du mercredi 9 au samedi 12 septembre prochain, le président Alassane Ouattara effectuera une visite dans la région du Morono. Mbato recevra le chef de l'État le vendredi 11 et le département est déjà fortement mobilisé pour l'événement. Les populations se disent prêtes à réserver un accueil mémorable au président de la République. La correspondance d'Herman Yamie. À l'entrée de la ville de Mbato aujourd'hui, le visiteur est frappé par le revêtement des différentes voies de la commune et également l'extension du réseau électrique. Normal, la ville s'apprête à recevoir le premier des Ivoiriens, le président de la République Alassane Ouattara, qui sera dans la région du Morono pour une visite d'État. Selon le maire de la commune, tout est mis en œuvre pour réussir la mobilisation. Le Morono est la 30e région où le président de la République Alassane Ouattara va se rendre depuis son accession au pouvoir. De quoi rendre fiers les populations qui sont déjà impatientes de le recevoir. Si les populations de Mbato sont si impatientes de recevoir le chef de l'État, c'est bien parce qu'elles veulent que leur région en général et leur département en particulier connaissent aussi le développement. Mobilisés comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux au président de la République Alassane Ouattara, les populations de Mbato veulent relever le défi de la mobilisation et faire de cette visite d'État un moment inoubliable. Amédée Kofi Kwaku, lui, était cette semaine dans la région du Lodjibois. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier y était pour lancer les travaux de bitumage de 10 km de route à Lakota et Zikisso. 10 km de route, 10 km de bitume qui vont coûter 4 milliards de francs CFA. De quoi améliorer les conditions de vie des populations. Le témoignage de Léon Brou de la station régionale RTI Boaké. Seulement 6 mois pour Lakota et ses habitants, puis la poussière et les eaux de stagnation dans les rues seront un vieux souvenir. Ces coups de perle des émissaires de l'État, dont le ministre de l'Équipement lance le bitumage et l'assainissement de la ville. Plus de 6 km de route pour environ 2 milliards, 600 millions de nos francs. Objectif, booster la vie sociale et économique. Ça rajeunit la ville, ça embellit la ville, donc ça permettra aux transporteurs, aux taximètres surtout, de pratiquer encore des voies et puis aux populations de pouvoir se déplacer. Les artères qui sont prévues aujourd'hui n'ont jamais été prévues, n'est-ce pas, dans le bitumage de Lakota par le passé. C'est la raison pour laquelle les populations sont vraiment heureuses. Et en leur nom, je voudrais remercier dans un premier temps le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Comme Lakota, Zikisso, cette ville commune depuis 1985, toujours dans la région du Lodjibois, va aussi changer de visage dans 6 mois. Abitumé ici, 4 voies longues au total de 3 km pour un investissement de 1,5 milliard de francs CFA. Zikisso en train de naître. Et pour ça, toute la population que vous voyez, elle est vraiment contente. Parce que le développement a commencé pour Zikisso. Le DIDA sait reconnaître les bienfaits. Le moment venu, nous exprimerons notre reconnaissance à Monsieur le Président de la République. Cette reconnaissance, au regard du développement impulsé à la région du Lodjibois par le président Alassane Ouattara, fait remarquer le ministre Amédée Kwaku avec à l'appui des réalisations, notamment dans le domaine des routes. Lorsqu'on parle de l'autoroute, en passant par Tia Salé,
en passant par Divo, en passant par Lakota et en arrivant à Gagnoa, cette route est entièrement réhabilitée. Lorsqu'on part de Divo pour aller à Guitry, jusqu'à arriver à la côtière, c'est-à-dire à Yokoboué, cette route a été entièrement réhabilitée. Dans la zone de Divo, il y a le pont de Nebo qui a été réalisé. Plusieurs autres projets sont en cours. Pour l'instant, les projets qui ont été réalisés vont au-delà de plus de 133 milliards de francs CFA. Bientôt, nous serons donc à Guitry et ensuite à Yokoboué et la voirie de Divo et enfin la voirie de Iré. Et de conclure que par cet acharnement au travail, le chef de l'État entend redistribuer les retombées de la croissance pour l'épanouissement des populations. Le ministre de l'Équipement révèle le président Alassane Ouattara, unique repère en matière de développement. Les agriculteurs ont payé un lourd tribut dans cette crise de Covid-19. Ils continuent même d'en faire les frais. Le secteur du vivrier a quasiment plié genoux face au monstre invisible. Et pourtant, il faut continuer de vivre, il faut continuer de se nourrir. L'État a donc décidé de mettre en place un programme d'urgence d'un montant de plus de 5 milliards de francs CFA dans le secteur. 1 milliard de francs CFA a été distribué aux acteurs hier à Yamoussoukro par 2 membres du gouvernement. Les témoignages de Soro Corona, RTI Boaké. La crise sanitaire mondiale coronavirus n'a épargné aucun secteur d'activité. En Côte d'Ivoire, la filière agricole en général et le secteur du vivrier en particulier ont été durement éprouvés. Les acteurs de ce secteur ont vu leur chiffre d'affaires et activités réduits de moitié. Dans le souci de permettre aux populations ivoiriennes d'avoir accès régulièrement aux produits vivriers en cette période difficile, des programmes d'urgence ont vu le jour. Pour le secteur du vivrier, ce sont plus de 5 milliards de francs CFA qui sont mis à la disposition des acteurs dans le cadre du projet mise en marché des produits vivriers. À Yamoussoukro, la première tranche d'une valeur d'1 milliard de francs CFA est remise aux opérateurs. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Miss Belmonde Dogbo, a invité les femmes à travailler pour relever le défi de la sécurité alimentaire. Vous devez vous atteler à apporter des réponses efficaces à la question de la sécurité alimentaire, à l'amélioration du panier de la ménagère. C'est ce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le gouvernement attendent de vous. À travers des motions, les femmes du secteur du vivrier ont exprimé leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Elles se sont engagées à travailler pour soutenir toutes les actions du chef de l'État allant dans le sens du développement. Nous allons faire encore l'effort pour pousser pour que un autre décaissement soit fait, pour que toutes les autres femmes puissent avoir ce fonds-là, pour que nous puissions travailler ensemble. Parce que c'est pour nourrir la population. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, a exprimé la volonté du gouvernement de soutenir tous les secteurs d'activité impactés par la Covid-19. Il convient de rappeler que les conséquences socio-économiques de la Covid-19 ont amené le gouvernement de Côte d'Ivoire à mettre en place un plan de soutien à court et à moyen terme, à l'instar de nombreux pays dans le monde impactés par cette pandémie. Ce plan d'un montant de 1 700 milliards de francs CFA, soit environ 5% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, vise à atténuer l'impact de la crise sur les branches d'activité les plus affectées. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, OCPV, est l'unité opérationnelle d'exécution du projet mise en marché des produits vivriers. On va directement au chapitre Covid-19, de l'espoir et de l'inquiétude face à une pandémie de coronavirus qui ne montre aucun signe de faiblesse. Des morts, des malades, il y en a encore et encore. La Côte d'Ivoire a compté pour la seule journée d'hier 203 nouveaux malades de Covid-19, ce qui porte à 18 472 le nombre total de personnes touchées par l'épidémie. 119 personnes en sont mortes déjà, mais plus de 17 000 patients ont vaincu la maladie. Le monde compte à ce jour près de 27 millions de malades pour environ 900 000 morts. La prévention, la prudence, voilà ce qui nous éloignera du virus. Continuons donc de nous laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Ne sortons jamais sans nos masques de protection. Et d'ailleurs, si nous n'avons rien d'essentiel à faire dehors, on reste à la maison. C'est le prix de notre santé.
C'est le prix de notre santé à tous, car le coronavirus, c'est bien l'affaire de tous. Les maires des 13 communes du district d'Abidjan, par exemple, ont décidé de renforcer et d'intensifier les actions de sensibilisation de proximité pour que les populations ne s'affranchissent pas des gestes barrières. Ces gestes qui sont notre seul rempart face au coronavirus. Ils ont organisé cette semaine une réunion de réflexion à laquelle ont pris part les ministères de la Communication et de la Santé. Jean-Marc Djadji y était pour RTI. Les maires des 13 communes du district d'Abidjan en formation pour la lutte contre la pandémie du coronavirus. Ils veulent améliorer leurs actions de sensibilisation de proximité et amener les populations à s'approprier les mesures barrières et réduire les risques de contamination dans leur localité. Vous savez, depuis l'avènement de cette pandémie, les maires ont beaucoup fait. Nous étions en première ligne. Mais on constate que malgré ces efforts, la pandémie progresse. Est-ce que nous avons fait suffisamment ce qu'on devrait faire? Est-ce que les armes que nous avons utilisées pour lutter contre cette pandémie étaient adéquates? Je crois qu'il y a toujours mieux à faire. Il s'agit de parfaire notre capacité opérationnelle sur le terrain. Selon l'enquête d'où reporte UNICEF d'avril 2020, 90% des populations des zones urbaines et 80% en milieu rural ont une connaissance de la pandémie. Mais avec l'assouplissement des mesures préventives par le gouvernement, le virus continue de circuler. L'heure est de renforcer et d'amplifier les actions de communication. Changer le comportement des populations veut dire n'avoir de cesse à réitérer, à répéter les communautés, utiliser les femmes, utiliser les jeunes, utiliser la société civile, utiliser les chefs religieux et traditionnels pour vulgariser au maximum les mesures barrières édictées par le gouvernement. Cet atelier, vise à sensibiliser d'abord les maires relativement, à la politique menée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. La charge leur reviendra également de conduire les politiques de sensibilisation. Une rencontre avec 280 agents sensibilisateurs désignés par les maires est prévue dans les mois à venir par le ministère de la Communication et des Médias. Alors, Stop Covid, c'est le vœu de tous et c'est le thème de la tournée de sensibilisation et de lutte contre la pandémie initiée cette semaine par les jeunes de Diawala au nord de la Côte d'Ivoire dans le département de Ferkessédougou. L'activité s'est ensuite étendue au département de Ouangolo. La sensibilisation était accompagnée d'une distribution de kits d'hygiène et de prévention aux populations. Reportage Kader Sogodogo, RTI Boaké. La lutte contre la Covid-19 reste un combat d'actualité. La solidarité des populations continue sur le terrain. La mutuelle des jeunes de la sous-préfecture de Diawala, MUED, est aux côtés des populations du département de Ouangolo-Dougou à travers sa campagne dénommée Stop Covid-19. 3 sous-préfectures, 45 villages. La caravane a sensibilisé et remis des dons composés de gel hydroalcoolique, savon liquide, cache-nez et des dispositifs de lavage des mains. On a senti un relâchement au niveau de la population, au niveau des mesures barrières. Donc nous, en tant que jeunesse, vraiment, on a jugé bon vraiment d'apporter un plus et rappeler les parents pour leur dire que vraiment la pandémie est réelle et existe toujours. Une action saluée par les autorités locales. En réalité, c'est parce que la Covid a plusieurs impacts sur la vie des concitoyens que le gouvernement a trouvé bon donc d'assouplir les mesures. Mais l'assouplissement ne veut pas dire que la lutte est finie. La jeunesse de Diawala entend tout mettre en œuvre pour le bien-être des parents restés sur place. À la lutte contre le coronavirus, il faut ajouter l'hygiène du milieu. Celle-là vise à prévenir les maladies d'origine environnementale et à créer un environnement favorable à la santé. Voilà ce qui a motivé l'organisation d'une opération dénommée Grand Ménage pour rendre propres nos villes, désherber, nettoyer nos rues, curer les caniveaux. Elle a lieu chaque mois et pour la 43e édition, la ministre Anne-Désirée Ouloto a choisi la commune d'Adjamé pour la cérémonie officielle. Le compte-rendu de Franck Kouadio. À Djamé Mirador, des soldats d'un genre particulier s'attaquent aux caniveaux et autres déchets domestiques infestant le trottoir.
Nous sommes en pleine opération Grand Ménage, c'est la 43e édition. Parce que nous savons qu'en temps pluvieux, nous voyons tous les dégâts que les inondations créent. Et les inondations partent des caniveaux qui sont bouchés. Parce que nous déversons tout dans nos caniveaux. Donc c'est pour lancer un appel à toute la population pour dire que les caniveaux sont faits pour drainer les eaux pluviales et non pour recueillir tous nos déchets. Commerçants, riverains, passants et autres usagers des lieux sont sensibilisés. Il s'agit d'intégrer dans les habitudes les réflexes du curage des caniveaux et du nettoyage de l'environnement immédiat. La dernière, ceux qui balaient là, nous aussi là, on sensibilisé de notre côté. Quand les gars viennent jeter, nous-mêmes on interpelle les gens pour dire non, de ne pas jeter. Ça devient palable. Ça nous fait des histoires. Même les enfants, les Yamboro qu'ils appellent communément là, ils viennent même pisser dans le caniveau. Mais on dit mais c'est pas normal. Pour cette opération, les autorités communales, les ONG et les partenaires, au nom du ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désiré Oloto, le conseiller technique Birima Fofana a salué l'implication des populations. Les caniveaux, ce ne sont pas des poubelles. Et ça, il faut que ce soit compris de tous. Il ne faut pas que dans les caniveaux, qu'on jette les ordures dans les caniveaux. Avec le gouvernement, ils ont initié cette opération pour donner l'impulsion, mais il faut que le relais soit pris par les populations. Lancée depuis 2017, l'opération Grand Ménage sillonne chaque localité en Côte d'Ivoire pour sensibiliser sur la nécessité d'un environnement salubre. Elle a lieu chaque premier samedi de chaque mois. La salubrité, c'est la santé. En cette période de Covid difficile pour tous, le gouvernement a souhaité redonner le sourire aux acteurs du cinéma. Ces derniers ne pouvaient pas espérer mieux. Raymond Goudou-Kofi vient de les soulager en leur faisant un don, un véritable bol d'air frais. La ministre de la Culture et de la Francophonie a remis cette semaine à l'ONACCI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, un lot d'équipements cinématographiques pour rendre encore meilleure la qualité de leur tournage. Le reportage de Issa Chonayeo. Rendre le cinéma ivoirien attrayant et compétitif sur le continent africain. Cela passe par l'acquisition du matériel performant pour permettre aux cinéastes de faire des films de qualité. Un enjeu bien perçu par la ministre de la Culture et de la Francophonie. Raymond Goudou-Kofi vient d'offrir un lot de matériel cinématographique de dernière génération à l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, ONACCI. Ce matériel est un équipement des plus sophistiqués et pourra être utilisé selon les méthodes appropriées. C'est pourquoi l'ONACCI ne cessera de manifester toute sa gratitude à Madame la ministre, le Dr Raymond Goudou-Kofi, pour tout le soutien à nos efforts de gestion de l'activité cinématographique. Le gouvernement ivoirien, sous la conduite éclairée de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et du Premier ministre Ahmed Bakayoko, entend donner une impulsion à l'industrie cinématographique. Aujourd'hui, avec cette remise des premiers lots de matériel cinématographique destiné à accompagner les opérateurs de la filière du cinéma, le gouvernement veut, à travers l'ONACCI, mettre à la disposition des cinéastes ivoiriens les moyens techniques pour une industrie cinématographique et audiovisuelle plus performante, plus prolixe et plus conquérante, qui aura à cœur de confirmer à coup sûr la grande marge de progression du cinéma ivoirien. Ce don est le premier d'une série de matériel dont disposera l'ONACCI. Une deuxième vague de matériel est annoncée dans les semaines et mois à venir afin de rendre cette industrie dynamique en Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Issa Chonayeo. Savez-vous que 58% des filles et 66% de garçons sont victimes de violences pendant l'enfance? Et oui, une étude en 2018 l'a démontré, et il est question de violences sexuelles, physiques et émotionnelles de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Cette prévalence générale de la violence a été présentée cette semaine dans un rapport en présence de Ramatali Bakayoko, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et de notre reporter Salima Toudia. Elles sont 19,2% des femmes à avoir subi des violences sexuelles pendant l'enfance et à l'adolescence. Il y va de même pour 11,4% des hommes. La violence physique, elle, touche 60,8% des hommes contre 47,1% des femmes.
La violence qui est aussi émotionnelle a été ressentie par 19% des femmes, tout comme 15,5% des hommes. Des prévalences qui ressortent de l'enquête sur les violences faites aux enfants et aux jeunes en Côte d'Ivoire, dont les résultats ont été officiellement présentés aux autorités politiques par le Programme national de prise en charge des orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Des données qui catalysent le changement selon les partenaires au développement de la Côte d'Ivoire. L'enjeu, c'est la santé totale, physique, psychologique, intellectuelle, morale et émotionnelle de chaque enfant en Côte d'Ivoire. Et cet enjeu aura des conséquences importantes pour l'avenir du pays. C'est bien parce que nous croyons en vous que nous, vos amis américains, nous investissons si largement dans le domaine de la santé publique en Côte d'Ivoire. Cela nécessite l'appui de tous les experts en la matière et surtout la mobilisation d'importants moyens financiers avec l'engagement de l'État ivoirien en premier lieu. Face à la prévalence générale de 58% des femmes victimes et 66,5% des hommes, un plan de réponse est annoncé. Il ressort 4 piliers essentiels, notamment la réduction de la violence physique perpétrée à l'encontre des enfants dans l'environnement familial, communautaire et scolaire, l'amélioration de l'accès et l'utilisation des services de protection de l'enfant contre la violence, la réduction du taux de violence sexuelle chez les enfants avant 18 ans, et l'amélioration de la coordination, la gouvernance et la communication des actions de lutte contre les violences faites aux enfants. Je voudrais vous rassurer quant à l'engagement du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à tout mettre en œuvre afin que le plan de réponse de l'enquête soit conduit avec rigueur pour assurer le bien-être des enfants en les protégeant contre les violences. Les institutions, la société civile ou autres parties prenantes à la cérémonie se sont engagées pour une synergie d'actions de prévention pour stopper la violence. Pendant ce temps, à Badika, dans le département de Niakara, l'on inaugurait une nouvelle mosquée. L'édifice religieux est neuf, avec une capacité d'accueil de 1650 fidèles. Pour l'occasion, tous les fils et filles de la localité étaient réunis autour des autorités administratives et traditionnelles. Et ensemble, ils ont formulé des prières à l'endroit de Dieu pour la paix et le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Parc Gassoro connaît depuis Badika, dans la région du Hambol. Badika, village situé à environ 16 km du Tafiré dans le département de Niakara-Madougou, région du Hambol au nord de la Côte d'Ivoire. Ici, la communauté musulmane n'utilisera plus cette ancienne et petite mosquée pour les prières quotidiennes et celle de Djouma, la prière de vendredi. Une nouvelle mosquée, R+1, d'une superficie de plus de 1000 m² et d'une capacité d'accueil de 1650 places, a été construite par les filles et fils du village avec à leur tête le directeur général du budget et des finances, Traoré Seydou. En plus des tapis, des ventilateurs, des ampoules, du tableau des horaires de prière neuf, se trouve à l'étage le bureau de l'imam bien équipé. Je remercie le bon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce qu'on a au moins un édifice où nous recueillir, où nous rassembler pour éduquer la famille, pour éduquer la population. Nous en avons besoin. Nous ne pouvons que nous réjouir. La mosquée Rayan de Badika, dont les travaux ont débuté le 19 août 2017, a été inaugurée en présence des autorités administratives et traditionnelles, des élus et cadres de la localité et des populations de Badika. C'est notre mission sur la terre, adorer notre Allah. Et si Dieu a permis à ce qu'on ait un édifice comme ça, c'est une grande fierté pour nous les filles du village. À cette occasion, l'imam principal de la mosquée a été intronisé et a reçu des mains des représentants du président du COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou, ses attributs d'imama. Je suis très fier de la mosquée, alors je remercie tout le monde, les autorités, surtout COSIM, qui a décidé de nous réunir, que vraiment il ait la paix et la sécurité dans le pays. Vous voyez cette belle mosquée. Mais si on vient trouver qu'il y a moins de 10 personnes, ce n'est pas honorable. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour construire ça. C'est pour cela que nous insistons que les fidèles fréquentent la mosquée. Coupure symbolique du ruban, prière de Djouma, louange et bénédiction pour la paix, la stabilité et pour une élection apaisée en octobre prochain. Des temps forts qui ont également meublé cette double cérémonie d'intronisation et d'inauguration de la mosquée Rayan de Badika.
Vous le disiez en titre, l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a quitté Bamako hier au soir en direction des Émirats arabes unis. Le départ d'Ibeka était attendu depuis plusieurs jours en raison de son état de santé. Ibeka quitte donc le Mali où justement 2 militaires de la force française au Sahel, Barkhane, ont été tués, un grièvement blessé hier samedi après la destruction de leur véhicule blindé par un engin explosif improvisé lors d'une opération dans le nord du pays. Place maintenant au magazine du dimanche. Pendant un quart d'heure, nous allons échanger avec le directeur des affaires juridiques et des requêtes de l'institution, le grand médiateur. Monsieur Konetangui Dimitri nous a rejoint en plateau. Merci encore, monsieur le directeur. Merci également au médiateur Adama Tungara. Permettez que nous suivions d'abord cet élément vidéo, histoire de planter le décor. C'est en février de cette année 2020 que le médiateur de la République a lancé les grandes rencontres sur la cohésion sociale. Rencontres tenues à Mans avec les autorités coutumières des régions du Tongbi, du Kavali et du Guémon. Il s'agissait pour Adama Tunkara d'établir avec ses têtes couronnées les causes des conflits communautaires dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Après cette rencontre, ce sont ses collaborateurs qui vont sillonner tous les départements de Côte d'Ivoire malgré la Covid-19. De Dabou à Bouaké en passant par Adiaké, Benjerville, Aboasso, Adzopé, Yopougon, Béoumi et Grand Bassam. Les échanges effectués avec les différentes composantes de la société ont permis d'élaborer une cartographie des conflits. Au terme de ces rencontres, il ressort 28 causes principales de conflits qui pourraient fragiliser la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Il s'agit entre autres du foncier, de la gestion des forêts classées, du mode de désignation des chefs de village ou de canton, de la consommation de la drogue, du non-respect des autorités et bien d'autres. À Yamoussoukro, le samedi 29 août dernier, le médiateur de la République, Adama Tunkara, réunissait encore l'ensemble des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Il les a mis en mission, œuvrer pour ramener le climat social apaisé en cette période électorale. Il a invité les autorités coutumières, les chefs religieux, à s'investir tous pour ramener la cohésion et le vivre ensemble. Je vous invite à demeurer des modèles et des conseillers pour vos populations dans le strict respect de vos obligations de neutralité et d'impartialité. Soyez des acteurs de paix, des garants du vivre ensemble pour un avenir plus rayonnant de notre pays. Aux leaders politiques et aux jeunes, il a recommandé des propos courtois et la culture de la non-violence. Un message bien apprécié par les participants pour qui la situation sociopolitique est devenue aujourd'hui une véritable préoccupation. En cette période électorale, autorités préfectorales, coutumières et religieuses soutenues par le médiateur de la République devraient œuvrer davantage pour aboutir à un climat social apaisé. Mais déjà, ne faudrait-il pas revoir les stratégies de promotion des valeurs de paix et de cohésion? Merci Mamadou Kouassi. Monsieur le directeur, déjà il faut dire qu'on disait grand médiateur quand c'était l'organe présidentiel de médiation. Très bien, je crois que c'est ce qu'il faut dire. L'organe de médiation a une histoire. Il a d'abord débuté par l'OPREM qui est l'organe présidentiel de médiation. À l'époque, il était donc dirigé par un grand médiateur, une personnalité illustre de ce pays que tout le monde connaît, le feu Mathieu Ekra. Et donc, c'est à compter de l'année 2000, avec la constitution de la Deuxième République, que l'OPREM est devenu médiateur de la République pour rejoindre un peu le panorama de la médiation dans tout l'espace UEMOA et même, j'allais dire, à travers tout le monde entier. Exactement. Et aujourd'hui, l'institution s'appelle le médiateur de la République et le premier responsable, Adama Tunkara, est aussi appelé le médiateur de la République. C'est une particularité d'ailleurs de l'institution. Exactement. Que le nom de l'institution et celui qui l'incarne soient identiques. Dites-nous un peu plus, c'est quoi les missions de cette institution? Le médiateur de la République a essentiellement 2 missions. La première mission que je pourrais appeler mission régalienne de toute institution de médiation, c'est d'être l'intercesseur gracieux entre l'administration et les usagers de l'administration. Et donc, dans ce sens, le médiateur est donc chargé de régler tous les dysfonctionnements de l'administration qui pourraient causer des préjudices aux particuliers. C'est la première mission de l'institution. Et donc, dans ce sens, le médiateur est également un conciliateur lorsque survient des différends entre l'administration et les organisations professionnelles, par exemple en cas de grève. D'accord, allez-y.
Voilà, c'est la première mission de l'institution. La seconde, c'est une mission qui est particulière à l'institution de médiation ivoirienne. C'est une mission que n'ont pas les autres institutions de médiation dans l'espace UEMOA. Il s'agit d'intervenir pour renforcer la cohésion sociale. Lorsque des communautés sont en conflit, le médiateur est donc investi de cette mission-là de réconcilier les parties au conflit. Justement, comment on vous saisit et qui peut vous saisir et puis pour quel sujet précis on peut vous saisir? Oui, la première question, c'est de savoir qui peut saisir le médiateur de la République. Le médiateur de la République peut être saisi par toute personne physique, toute personne morale qui a un grief contre l'administration. Il peut être saisi également par le président de la République pour, n'est-ce pas, intervenir pour une conciliation entre l'administration et les organisations professionnelles. Également, le règlement de l'Assemblée nationale prévoit que le médiateur de la République puisse être saisi par le président de l'Assemblée nationale, par un dixième des députés ou les groupes parlementaires lorsque des événements l'exigent. C'est ce qu'on peut dire en ce qui concerne les personnes habilitées à saisir le médiateur de la République. Et comment on vous saisit? Peut-être qu'il faut d'abord préciser qu'en dehors des personnes qui peuvent saisir le médiateur lui-même peut s'auto-saisir. D'accord. Il peut s'auto-saisir lorsqu'il se rend compte qu'un dysfonctionnement récurrent de l'administration est de nature à causer des préjudices aux particuliers. Et dans ce cas-là, il va donc intervenir pour mener ce qu'on appelle une enquête systémique pour comprendre pourquoi il y a tel dysfonctionnement dans telle ou telle administration. C'est également le cas lorsque le médiateur constate que dans une région donnée, il y a un conflit communautaire. Étant le garant du renforcement de la cohésion sociale, il peut donc intervenir sans qu'il ne soit saisi pour aller sur le terrain et trouver une solution. Comment on vous saisit? La saisine est d'abord gratuite. C'est d'ailleurs la particularité de l'organe de médiation. Vous savez qu'en ce qui concerne les conflits, il y a la possibilité de saisir la justice. Il y a également les organes qui interviennent dans le domaine de l'arbitrage. Mais en ce qui concerne le médiateur, la saisine est gratuite et elle se fait de deux manières. La saisine peut être écrite, donc il s'agira pour le requérant de formuler un courrier écrit dans lequel il va donc formuler ses griefs, soit contre une administration, ou bien il va faire cas d'un conflit communautaire ou d'un conflit de chefferie, ou tout conflit qui peut entacher la cohésion sociale. Il va donc faire un écrit qui peut se faire sur un support papier ou bien même par la voie électronique sur notre adresse mail qui est secrétariat@mediateur.ci. D'accord. Et depuis 2014, vous avez initié les grandes rencontres. De quoi il s'agit exactement? Et quel en est l'objectif? Oui, il faut dire que les grandes rencontres sont une initiative du médiateur de la République depuis l'année 2014. Il s'agissait à l'époque pour l'institution de renforcer sa visibilité auprès des populations. Mais pour cette année, particulièrement l'année 2020, le médiateur de la République a... Là, vous êtes à votre 3e édition. C'est vrai que c'est depuis 2014, mais cette année, c'est la 3e édition. C'est la 3e édition. Vous savez, le médiateur de la République, M. Adama Tounkara, en prenant fonction à la tête de l'institution, le médiateur de la République, a souhaité mener une médiation proactive, une médiation dynamique, une médiation qui a pour volonté de prévenir les conflits. Et donc, ayant constaté que nous venons d'une longue période de crise post-électorale et également compte tenu des crises intercommunautaires que la Côte d'Ivoire connaît, vous savez, il y a eu beaucoup de conflits communautaires à travers plusieurs régions du pays, notamment ces derniers temps à Béoumi, et plus loin à Bouna. Et le médiateur a estimé qu'il était bon, surtout que nous nous approchons vers une période sensible de l'histoire de notre pays, les échéances électorales. Il a estimé qu'il était bon d'agir de manière préventive, sensibiliser les populations pour que, notamment les leaders communautaires, puissent relayer des messages de paix, des messages de réconciliation, d'appel à la cohésion sociale pour des élections apaisées en 2020. Et si aujourd'hui on devait faire l'état des lieux des conflits en Côte d'Ivoire, vous diriez quoi? Oui, la mission du médiateur de la République en ce qui concerne les grandes rencontres, comme il a été dit dans l'élément tout à l'heure, a débuté depuis le 22 février 2020 à Mans. C'était le lancement des grandes rencontres. Justement, c'était le lancement des grandes rencontres. Et après cette étape de Mans, il était donc prévu que ces missions puissent se dérouler dans 10 grandes régions de Côte d'Ivoire. Malheureusement, la situation sanitaire que notre pays a connue n'a pas permis que ces grandes rencontres se déroulent comme étant prévues initialement. Et donc, le médiateur a donc envoyé des missions dans les 108 départements de Côte d'Ivoire, mais également dans les 10 communes de Côte d'Ivoire, avec essentiellement 4 objectifs. Le premier objectif, c'était d'identifier avec les populations elles-mêmes les risques d'atteinte à la cohésion sociale en termes de conflits ou en termes de questions de développement qui pourraient susciter parfois des remous. C'était le premier objectif.
Le second objectif de ces missions, c'est, n'est-ce pas, de pouvoir trouver également avec les populations elles-mêmes des solutions à toutes ces situations qui peuvent porter atteinte à la cohésion sociale. Et le troisième objectif, c'est de lancer un appel à la paix et à la cohésion sociale à l'approche des élections de 2020, c'est-à-dire mettre en mission les chefs traditionnels, mettre en mission les leaders religieux, les leaders communautaires d'une manière générale, pour que ces personnes-là qui représentent, j'allais dire, des repères pour nos populations puissent les sensibiliser quotidiennement à la paix et à la cohésion sociale. Le dernier objectif, c'était la mise en place de comités de veille et de suivi de la cohésion sociale qui vont donc constituer le relais du médiateur de la République dans les départements. Et après échange avec les communautés, qu'est-ce qui vous revient comme préoccupation majeure? Oui, les préoccupations majeures tournent autour de la question foncière en premier lieu. Les populations parfois se plaignent, en ce qui concerne notamment le foncier rural, du coût élevé du certificat foncier. Et certaines populations souhaitent également que le gouvernement puisse les appuyer dans le respect des prix des produits agricoles lors des campagnes. Et donc, la question foncière est venue de manière récurrente. Mais également, nous avons pu noter les conflits de chefferie, la question du respect des us et coutumes dans l'accès à la chefferie. Également, il y a les questions d'orpaillage clandestin, dont plusieurs populations se plaignent, puisque c'est un phénomène qui appauvrit les terres et donc qui constitue un frein aux cultures agricoles. Oui. Mais à côté de ces trois aspects-là, nous avons également noté avec force que les populations estiment que les hommes politiques constituent quelque peu, j'allais dire, la cause de nombreux conflits. Et on a des conflits partout, hein, intercommunautaires, presque dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Je peux citer Béoumi, Bouna, Zouaouniem, Bengué, Azagué, Diokwe, Bonois et même à l'est de la Côte d'Ivoire. Pourquoi tous ces conflits intercommunautaires aujourd'hui, précisément dans ces temps qui courent? Oui, je crois qu'il faut lier ça d'abord à la situation que notre pays a connue depuis une vingtaine d'années. Il ne faut pas omettre que nous venons d'une vingtaine d'années de crise sociopolitique. Et donc, c'est un peu le passif de cette situation que nous avons connue. Et en plus de cela, il faut noter également que nous approchons vers des échéances électorales. Et donc, le climat politique est un peu délétère. Et toute cette situation est de nature à engendrer des conflits dans un domaine ou dans un autre. Et vous avez parcouru 108 départements, 2 districts et puis toutes les communes d'Abidjan. Vous pensez avoir été compris par les populations? Nous pensons que le message est passé. La preuve, c'est que, comme je l'ai dit, l'un des objectifs était la mise en place de comités de veille. Seulement 2 semaines après les tournées dans les différents départements, dans les communes du district d'Abidjan, nous avons pu enregistrer la mise en place de 109 comités sur 121 qui étaient prévus. Et ces comités sont mis en place avec la contribution des populations. Et donc nous estimons que les populations étaient vraiment engagées dans le processus de pacification de notre pays, parce que ces comités de veille ont 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de sensibiliser au jour le jour les habitants de ces différents départements ou de ces différentes communes. Et ensuite, le second objectif, c'est de pouvoir intervenir lorsqu'il y a un conflit communautaire. Parce que vous savez que le médiateur de la République a son siège à Yamoussoukro, à sa permanence à Abidjan, à 11 délégations régionales réparties à travers le pays. Mais s'il y a un conflit dans un département où il n'y a pas de médiateur délégué, il faut bien que les populations puissent elles-mêmes s'organiser pour trouver une solution à leur conflit. D'accord, vous parlez aux populations, c'est très bien, mais vous leur dites quoi aux politiques, aux hommes politiques? N'est-ce pas la racine du mal? Oui, effectivement, comme je l'ai dit, lorsque nous avons essayé de faire un peu le diagnostic de la cohésion sociale à travers les différentes tournées, les hommes politiques ont été bien sûr indexés comme étant l'origine des principaux conflits que nous connaissons. Parce qu'ils estiment que même s'il y a des conflits fonciers, des conflits de chefferie, à la base, ce sont les hommes politiques. Mais vous savez, le médiateur de la République, il a toujours interpellé les hommes politiques à garder le bon ton, à utiliser des propos de nature à préserver la paix et la cohésion sociale. Et toutes les fois qu'il y a eu des échéances électorales, que ce soit des élections législatives, des élections présidentielles, le médiateur a toujours fait des adresses aux hommes politiques pour les amener au bon ton. Et là, dans cette semaine, pratiquement, on sera aux élections, à l'élection présidentielle. Et là, aujourd'hui, les ingrédients se mettent en place, des troubles se dessinent. Qu'est-ce que vous faites? Vous le voyez bien, qu'est-ce que vous faites? Oui, le médiateur de la République, il n'y a pas longtemps, déjà le 17 août, a fait une adresse aux hommes politiques. Lorsqu'il y a eu déjà les premiers incidents
qui ont émaillé cette période préélectorale. Il a donc fait une déclaration pour, n'est-ce pas, appeler les hommes politiques à vraiment garder le calme, à faire en sorte que notre pays puisse toujours demeurer dans la sérénité, parce qu'il est important de préserver les acquis de développement que nous avons pu enregistrer. Et puis ce sera ma dernière question. Le temps qui nous est imparti est terminé. Le médiateur de la République se bat pour la cohésion sociale, pour la paix. On a des acteurs politiques qui sont en prison, pour la plupart sans jugement. On en a d'autres qui sont en exil, qui ne demandent qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Le médiateur fait quoi? Oui, c'est une question importante. Je crois qu'à ce niveau, il est important de faire une distinction. En ce qui concerne les procédures qui sont pendantes devant la justice, la loi organique qui régit le médiateur de la République, la loi numéro 2007-540 du 1er août 2007, limite le médiateur de la République en son article 15, qui dit ceci, que le médiateur de la République ne peut intervenir lorsqu'une procédure est pendante devant la justice. Donc, dans le domaine des affaires qui concernent la justice, le médiateur a une restriction. En dehors de ces cas-là, le médiateur a toujours œuvré à la réconciliation des fils et des filles de ce pays. Et je crois que c'est cette dynamique qui va toujours se poursuivre jusqu'à ce que nous atteignions les élections et même après les élections. Et vous êtes en révision de votre loi organique, hein, c'est cela. J'espère que vos dispositions vont s'améliorer pour que tous les fils et filles puissent se mettre ensemble. C'est ce que nous souhaitons. Merci, merci M. Koné. Koné Tanguy Dimitri, magistrat, directeur des affaires juridiques et des requêtes à l'institution, le médiateur de la République. Et je rappelle que vous êtes venu nous parler de votre institution, de l'organe donc auquel vous appartenez et de ses activités, notamment les grandes rencontres que vous avez initiées dans le but de faire taire ou d'éviter les tensions partout en Côte d'Ivoire. Merci encore d'être venu et revenez nous voir quand vous voulez. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de nous maintenir votre fidélité et votre confiance. Cela nous incite à toujours faire mieux et à chaque jour vous servir le meilleur. Bon dimanche chez vous, dans la paix et dans la santé.